On a oublié d'inscrire son nom dans les livres d'histoire. Et pourtant, lorsqu'elle avait 20 ans, cette vieille dame, comme des centaines d'autres femmes anonymes, a sauvé la France. Oh, elles sont énormes. Parce que j'en ai d'autres des pommes, moi, pas seulement. Mais celles-là, elles sont particulières, oui. Les résistantes. Il est grand temps que ces héroïnes méconnues sortent de l'ombre. Marie-Jo Schombardelove, 92 ans. Entrée dans la résistance à 16, arrêtée par la Gestapo, déportée en Allemagne. Madeleine Riffaut, 91 ans. L'une des seules femmes devenues franc-tireur, elle a affronté les Allemands, les armes à la main. Cécile Roll-Tanguy, 95 ans. Elle a tapé à la machine l'appel à l'insurrection de Paris, transportait des armes dans le landau de sa petite fille. Chacune à sa manière, sans jamais se rencontrer, Marie-Jo, Madeleine et Cécile ont traversé la guerre avec le même idéal, résister. « 70 ans après, ces femmes sont toujours là pour raconter leur histoire. Écoutez. Madeleine Riffaut, 91 ans, vit seule dans son appartement sous les toits de Paris, dans le quartier du Marais. Kiki, Coco, c'est vert. Seule, avec ses plantes et ses oiseaux. Je chante un peu. Je chante un peu quand même. Ça va? Madeleine Riffaut passe des heures à écouter le rossignol et le moineau thaïlandais faire leur gamme. Et souvent, l'après-midi, elle se souvient de ces journées qui ont fait basculer son existence il y a plus de 70 ans. Elle avait 16 ans, tout juste. Mai 1940, près d'Amiens. Comme des millions de Français, Madeleine fuit l'armée nazie et prend la route de l'Exode avec ses grands-parents. C'était l'affolement. On est parti avec cette foule hétéroclite de gens qui portaient dans des carrioles un matelas, une cage à serin. Tout le nord de la France est envahi en quelques jours. Les villes sont détruites. Harassés, Madeleine et ses grands-parents veulent s'abriter dans une gare. Il y avait une troupe de soldats allemands qui bivouaquaient là, en attendant un train pour aller je ne sais où. J'avais un peu peur parce que quand même, des soldats étrangers, j'en avais jamais vu. J'avais une petite robe à fleurs, j'avais les cheveux sur les épaules. J'étais mignonne petite jeune fille. Et que font les soudards dans ces cas-là, dans tous les pays du monde? Ils les lutinent un peu. On plaisante au moins. Ouais, mais moi j'avais peur, hein, bon. Je comprenais pas dans quelle langue ils parlaient, alors bon, là, me tire ma jupe, l'autre veut m'embrasser. Je me mets à hurler. Alors l'officier s'amène et il réprimande ses soldats. Mais moi, il me renvoie avec un formidable coup de pied au cul. Et ce coup de pied au cul a décidé de toute ma vie. J'ai pensé très fort. Ah bon?
c'est comme ça. Eh ben, je vous retrouverai. Vous n'allez pas nous humilier longtemps. Et je sais qu'il y en a qui résistent. Eh ben, je vais les retrouver. À l'automne 1941, Madeleine Riffaut, 17 ans, décide de partir s'installer à Paris. La capitale française vit sous l'ordre nazi. Officiellement, Madeleine est élève sage-femme au quartier latin. En réalité, elle a pris contact avec le réseau de résistance des étudiants de la fac de médecine. Et Madeleine entre dans sa guerre. Première mission, haranguer les ménagères parisiennes qui font la queue devant des magasins quasiment vides. Ça jaillissait, quoi. Je leur disais, vite, vite, écoutez-moi, parce qu'on n'est pas tout seul ici, hein. Alors, j'ai des choses à vous dire. On n'est pas vaincus. Vous et moi, on n'a pas signé l'armistice. C'est pas nous qui avons trahi la France. Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se grouper. Il y a des gens qui luttent. Très vite, l'audace et le courage de Madeleine sont remarqués par son chef de réseau. Il accepte alors que la jeune femme participe aux actions armées, cas extrêmement rare à l'époque. Moi, je voulais avoir une arme, c'est tout. Je savais tirer, pas de raison. J'ai demandé à mon chef de groupe. Je lui ai dit, vous me donnez à porter des armes pour que je les porte à des copains qui vont faire une action. Bah, je peux la faire moi-même, l'action. Madeleine connaît son baptême du feu lorsque son groupe doit faire exploser un convoi de camions réquisitionnés par les Allemands. La mission est un succès. À 18 ans, Madeleine Riffaut a gagné ses galons de franc-tireur. Cécile, elle, avait 20 ans quand la guerre a commencé. Elle avait 20 ans et elle était amoureuse. Elle venait d'épouser, en avril 1939, Henri Roll-Tanguy, un fier militant communiste de retour de la guerre d'Espagne. L'amour d'une vie. On avait 11 ans d'écart avec Henri. Et donc, je l'écoutais beaucoup. Il m'a dit, n'oublie jamais que notre ennemi, c'est le fascisme. Et j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Le 3 septembre 1939, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, le jeune couple Roll-Tanguy habite chez les parents de Cécile, dans le 20e arrondissement de Paris. Henri est mobilisé et part pour le front. Cécile, enceinte, accouche en novembre d'une petite Françoise. Quand les troupes nazies pénètrent en France, Cécile est seule avec sa mère et son bébé. Ma petite-fille est tombée malade le 8 juin 40, à la veille de l'entrée des Allemands à Paris. Alors, il y a sur Paris, tout ce qui flambe à Rouen, ça fait un nuage noir sur la ville de Paris. Et ma petite-fille avait les narines toutes noires. D'avoir respiré ces choses-là. Quand elle sort dans la rue pour aller faire soigner sa fille, Cécile découvre Paris vidé de ses habitants. Les soldats allemands sont aux portes de la capitale. Cécile amène sa fille à l'hôpital. On l'a mis dans un lit. Et quand on est revenu le lendemain pour la voir,
il y avait un autre bébé à la place. Inutile de vous dire, on m'a dit, vous allez à la morgue. Moi, je suis allé à la morgue, j'avais jamais vu le mort. Et j'ai fait là, je dirais, une espèce de crise. Ah. Je l'ai pas embrassé, j'ai pas pu. Le lendemain de la mort de la petite Françoise, les Allemands entrent dans Paris. Cécile est sonnée, groggy. J'ai sans doute passé quelques jours un peu dans le vague. Et puis, je ne sais plus si c'est fin juin ou tout début juillet, c'est les amis du syndicat des métaux, où j'avais travaillé et rencontré mon mari, qui sont venus en me disant « Est-ce que tu accepterais de taper à la machine pour des appels aux ouvriers métallos ?» Ah, j'ai répondu oui sans même réfléchir. Ça vous permettait de sortir de votre douleur? Je me suis même pas rendu compte, mais c'était autre chose qui se présentait à moi. Et pensant à Henri et les Allemands dans Paris, j'ai dit oui. Les tracts tapés par Cécile sont interdits par le nouvel occupant allemand, tout comme le simple fait de posséder une machine à écrire. Cécile a franchi la ligne. Quand Henri, démobilisé, est de retour fin août, la jeune femme a déjà un pied dans la résistance. Les deux jeunes mariés ne se sont pas vus depuis 1 an. Et fin septembre, malgré les heures sombres qui s'annoncent, Cécile tombe à nouveau enceinte, comme un pied de nez à la guerre. Vous venez de perdre un enfant. Les Allemands arrivent. Paris est occupé. Pourtant, vous en faites un autre. C'est quand même... Ah Comment oui, vous expliquez ça? vous savez, il est rentré, pof, j'ai accouché 9 mois après. Hein. C'était pas le moment, mais pour moi qui avais perdu ma petite fille, c'était aussi quelque chose qui m'aidait. 2 mois plus tard, Henri Rol-Tanguy décide de passer à la clandestinité pour engager la lutte armée contre les occupants allemands. La décision est lourde, il en parle à son épouse. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester avec moi ou je te passe dans un autre service de la résistance future? J'ai dit, je reste avec toi. Il m'a dit, non. Tu prends quelques jours de repos, tu réfléchis et tu me donnes ta réponse au retour, parce que je dois te dire que là, c'est la peine de mort qu'on risque, tous les deux. Mais vous savez, j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'avais dit tout de suite et j'ai maintenu. Pour Marie-Jo, la résistance, cela a presque été un réflexe naturel, une histoire de famille. Quand les Allemands entrent dans Paris en juin 1940, Marie-Jo est sur l'île de Bréhat, en Bretagne, où elle vit avec ses parents. La jeune fille vient d'avoir 17 ans et lit La guerre des femmes, un récit sur la résistance des Françaises durant la guerre de 14. Héritage familial. Adrien, son père, un médecin engagé, a eu les poumons brûlés par les gaz allemands à Verdun. Sa mère Suzanne, infirmière, a soigné les poilus sous la mitraille allemande. Alors, quand le lendemain de la capitulation, un général inconnu lance un appel de Londres, toute la famille est prête. Peu de gens à l'époque avaient des radios. Nous avions une radio qui avait été à titre préventif cachée dans une niche et on enlevait un panneau de bois et on écoutait la radio. Et alors, vous entendez la voix de Gaulle? On entend cette voix, rejoignez-nous, etc., ce message. Mais c'était très brouillé.
les Allemands brouillaient. Il y avait des bruits, des espèces de rondements sourds pour qu'on l'entende mal. On arrivait tout de même à l'entendre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Qui décide d'agir dans votre famille en premier? Mais il n'y a pas une décision comme ça s'est fait petit à petit. Il y a eu des hommes qui ont voulu rejoindre Londres et il va falloir commencer à s'organiser en groupe d'amis pour trouver les petits bateaux et aider à ce départ. Marie-Jo et ses parents doivent donc dénicher dans la région des bateaux capables de déjouer la surveillance des Allemands qui ont bouclé la côte. Les capitaines font mine de partir en pêche, mais passent en réalité au large de l'île de Bréa, où les candidats au départ embarquent en catimini avant de filer vers l'Angleterre. Marie-Jo et son groupe vont ainsi faire passer une centaine de personnes à Londres. Mais dès l'automne, la filière se tarit. Alors il fallait partir par les nuits sans lune, vous voyez, parce qu'il y a des projecteurs, et tout ça, et entre des rondes, tout ça devient très vite hyper surveillé et très dangereux. Hitler craint un débarquement des forces alliées et déploie soldats et canons sur toute la côte bretonne. Marie-Jo et les siens doivent changer de tactique. En accord avec Londres, la mère de la jeune fille monte un réseau d'une quinzaine de personnes chargées d'informer les Alliés sur les plans de défense des Allemands. C'est Marie-Jo, désormais étudiante en première année de médecine à Rennes, qui est chargée de transporter plans et documents recueillis sur la côte jusqu'au QG clandestin dans la capitale bretonne. J'avais obtenu un laissez-passer, un Oswest, parce qu'en principe, toute la côte était interdite de circulation. Mais comme mes parents habitaient sur l'île, j'avais obtenu un Oswest, un laissez-passer. Donc j'allais sur la côte, et là, ma mère rapportait les renseignements qu'on pouvait avoir par son groupe sur les différents types de mouvements qui pouvaient intéresser, les fortifications, les occupations de tel et tel lieu, et je ramenais tout cela à Rennes, qui était simplement une zone occupée. Pour mener à bien sa mission, Marie-Jo doit parcourir une centaine de kilomètres à vélo avant de prendre un train pour Rennes. Le risque est permanent. Les Allemands sont partout. Marie-Jo passe entre les mailles du filet, jusqu'à ce jour de juillet 1941. Pendant l'été 41, je revenais de Tréguier, où une des membres de notre réseau m'avait donné des documents importants sur une fortification. Et alors à l'époque, la mode c'était la taille mince. Et on avait ce qu'on appelait les ceintures de pompiers. Et en dessous, j'avais agrafé les documents que je ramenais. Alors je roulais pour le ramener à Bréa avec un camarade de classe. Et on se fait arrêter par la feldgendarmerie. Alors c'était embêtant, il commençait à parler de commandanture, etc., on ne comprenait rien. Et heureusement, au bout d'un moment, ils voyaient qu'on ne comprenait rien, ils ont sorti un petit papier, c'était simplement une contravention, parce qu'on n'avait pas le droit de rouler côte à côte, il fallait rouler en file. J'ai payé la contravention. Et là, par exemple, ce jour-là, vous avez peur? Non, pas spécialement. Pourquoi? Ben parce qu'on commençait à vivre dans une occupation, avec une occupation très lourde, et on apprenait, je dirais, à les ruser. Vous voyez, à passer comme ça, l'air naïf. Les petites jeunes filles, ça passe très bien, vous savez. À Paris, Cécile Roll-Tanguy compte elle aussi sur la mansuétude des militaires allemands envers la gente féminine. Mais elle joue dans un autre registre, celui de la jeune maman.
La petite Hélène est née fin mai 1941 et se porte comme un charme. Ce bébé et son landau vont devenir la couverture idéale pour le travail clandestin de Cécile. Transporter armes et documents au nez des Allemands. J'ai transporté les revolvers, ma machine à écrire et la mitraillette de mon mari. J'ai transporté différentes choses, même ma fille sur mon bras. J'ai traversé Paris comme ça, avec une petite bombe que mon mari avait préparée. Une bombe? Mais qui n'était pas... Oui, il avait préparé quelque chose pour que ça explose. Et donc, je suis allé jusqu'à la porte de Saint-Ouen. Et puis Hélène, qui jouait à mes pieds, elle avait 10 mois, quoi. Et le fait que vous ayez dans votre sac une bombe donc, qui va tuer les gens, ça vous troublait? Non, pas du tout. Parce que je sais que c'était pour, surtout, contre les Allemands, c'est tout. Moi, je faisais ça, je ne dirais pas machinalement, mais je faisais ça convaincu, oui, que j'étais pour la bonne cause. En ce début 1942, la répression allemande est terrible pour les résistants de la première heure. Celui ou celle qui se fait arrêter en pleine action est promis à une exécution rapide. Malgré la menace, Cécile, la femme au landau, continue ses missions. Je fais attention quand je passe devant les vitrines pour voir si j'ai personne derrière moi. On est toujours sur le qui-vive, mais sans être pour autant avec la peur au ventre ou avec être toujours... Non, on regarde d'un air un peu détaché les vitrines, comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Ça vous semble bizarre parce que l'esprit de la résistance, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et mon mari aussi. En Bretagne, Marie-Jo, elle aussi, continue ses missions à vélo entre l'île de Bréhat et Rennes. Mais sa couverture ne tient pas longtemps. En avril 1942, informée par un agent double, la Gestapo déclenche une vaste rafle contre les résistants bretons. Les 13 membres du réseau sont arrêtés, plus Marie-Jo. Je suis dans ma chambre d'étudiante, on sonne à ma porte, je suis au premier, je vois, police allemande. Ouvrez. Vous voyez, ils fouillent ma chambre, ils ne trouvent rien. Et puis je suis embarquée dans l'attraction noire. Donc, il m'emmène à la commandanture, puis à la prison, et le lendemain matin, il me dit « Descendez, vous êtes transféré ailleurs ». Et quand je vais dans le hall de la prison, il y a les trésors de mes parents. Qu'est-ce que ça fait de voir ses parents arrêtés comme ça Je pense qu'il y a eu un gros coup de filet, quoi. Et votre mère, elle réagit comment quand elle vous voit? On ne dit rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne dit rien. On reste calme, on reste à froid. Marie-Jo est séparée de sa famille et transférée à Paris, à la prison de la Santé. Immédiatement, les interrogatoires commencent. Je descends dans une demi-cave, ils me font asseoir sur une chaise, la table devant moi, et derrière la table, il y a des instructeurs, des militaires, etc., le capitaine commandant de la prison. Et sur la table, il y a les plans du défense côtière du dernier mois. Alors ils me disent, nous avons le matériel. Et là, il faut tout nier. Mais quand je vois ça, je dis, on est perdu. Et donc vous avouez? Non, je ne mens pas. Les premiers jours, on nie tout. Les premiers 24 heures, on nie tout. Je ne sais pas ce que c'est, etc. Parce qu'il les met en colère, il menace, ça vaut la mort, etc., etc. Vous voyez. Là, ils sont violents avec vous? Pas très. Menace constamment, bousculade, oui. Si vous voulez, j'ai pas eu de baignoire, par exemple, et l'électricité.
Marie-Jo est enfermée dans les cellules de la 2e division allemande punitive, réservée aux otages et aux condamnés à mort. Derrière ces barreaux, la jeune femme de 18 ans envisage le pire, mais elle se sent prête. J'avais un poème d'Alfred de Vigny et qui, pour moi, avait un sens vraiment symbolique dans ces conditions. Ça s'appelle « La mort du loup » d'Alfred de Vigny. Et j'ai écrit sur le mur les 4 derniers livres de ce poème parce que ça évoque la dignité de celui qui va mourir. Et je vous l'ai dit, c'est gémir, pleurer, prier sont également lâches. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis, après comme moi, souffre et meurt sans parler. Pendant que Marie-Jo et des centaines d'autres patriotes attendent la mort à la prison de la Santé, dehors, dans Paris, la résistance est acculée. La répression allemande décime les rangs des francs-tireurs. Pour l'instant, Madeleine Riffaut est passée à travers, mais plusieurs de ses copains n'ont pas eu cette chance. Les chefs de la résistance parisienne décident alors d'attaquer les militaires allemands en pleine rue, en plein jour, afin qu'aucun envahisseur ne se sente plus en sécurité dans la capitale. Il faut marquer les consciences, à chacun son boche. Madeleine va suivre cet ordre. Persuadée qu'une femme seule peut plus facilement approcher un militaire allemand, elle prend son revolver et part sillonner Paris à vélo. Il fait beau, les Allemands sont dehors, le peuple de Paris aussi. Sur les quais de Seine, Madeleine repère un sous-officier allemand, seul au milieu des civils. J'ai mis pied à terre et à ce moment-là, je me suis souvenu que je ne voulais pas tirer dans le dos. Alors j'ai attendu un instant qui m'a paru interminable. L'Allemand a senti une présence et s'est retourné. À ce moment-là, je lui tirais 2 balles dans la tête. Bon, je n'ai aucun état d'âme. J'en ai pas les moyens d'avoir l'état d'âme. Mes copains aussi, ils n'avaient rien demandé à personne, ils ont été tués. Bon. Dénoncée par un milicien, Madeleine est arrêtée tout de suite. Elle est amenée au quartier général de la Sûreté allemande, rue des Saussets. Pour la jeune résistante, l'enfer commence. Quand on entre dans une salle de torture, qu'on entre dans un autre monde, la meilleure chose à faire, c'est de se dire à soi-même, de se persuader. Ils peuvent bien me torturer, me faire les pires choses. Si je savais quelque chose, je le dirais. Mais je ne sais rien. Et se dire à soi-même, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne suis pas une résistante, je suis une petite nana comme les autres, je ne sais rien. Et vous pouvez bien me tuer, messieurs, me couper en morceaux si vous voulez. Allez-y, ça me soulagerait. Est-ce que vous avez souffert physiquement? Est-ce qu'ils vous ont brutalisé? Ah oui, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est pas le pire, hein. Bon. Madeleine est interrogée sans arrêt pendant une semaine. Les agents de la sûreté allemande veulent faire craquer cette terroriste qui a abattu l'un des leurs. Quand ils ont vu que les différentes histoires de pression physique n'amenaient pas de
de réponse satisfaisante et ils m'ont fait regarder la torture des autres. Il y avait toujours l'un d'entre eux qui s'approchait de moi et qui me disait « Si vous nous disiez seulement le nom de votre chef, le nom de votre réseau, on arrête de torturer ces personnes. » Un jour, ils m'ont amené un gamin qui avait des culottes courtes, qui était un peu roux, qui était mignon, et qui avait de la figure pleine de sang déjà. 16 ans, peut-être moins. Et ils se sont mis à lui casser les 4 membres devant moi. Et ils me disent, mademoiselle, vous n'aimez pas les enfants. Si vous aimiez les enfants, vous diriez quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait de dire le nom de votre chef? Ce pauvre gamin, sauvez-le. Ça, c'est des trucs qui vous rendent fou. Marie-Jo, elle, danse aussi avec l'enfer. Depuis sa cellule de la prison de la Santé, elle aperçoit souvent la sinistre colonne des résistants amenés au Mont Valérien pour y être fusillés. La jeune femme se demande chaque jour quand ce sera son tour. Quelques semaines plus tard, la sentence tombe. Ce sera la déportation. Sur la porte de sa cellule, les geôliers allemands ont inscrit 2 lettres, NN. Et ils vont nous déporter comme NN. Vous savez ce que c'est que nuit et brouillard? On tombe dans une catégorie qui s'appelle nuit et brouillard, qui doivent disparaître sans laisser de traces. Les hommes sont envoyés à Nassau-Struthof, qui est un camp de NN, et nous, les femmes, on va être envoyées à Ravensbrück. On est déportés. Mais c'est pas un train wagon à bestiaux, comme on a vu des familles juives entassées, non. C'est un train cellulaire grillagé, dans lequel nous sommes pratiquement assis, mais avec tous les militaires avec leurs fusils autour de nous, comme des gens dangereux, quoi. Elles sont 58 femmes dans le wagon grillagé, toutes des résistantes. Parmi elles, une jeune juive polonaise du nom de Gina, qui va apprendre à ses camarades le chant des marais, un chant créé par les premiers déportés. Et quand 3 jours plus tard, le convoi maudit s'approche du camp de Ravensbrück, au nord de l'Allemagne, 58 femmes se mettent à chanter. Loin vers l'infini s'étendent de grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelle jour et nuit, et du cri des chants et larmes, la mort pour celui qui fuit. À Paris, Madeleine est à présent incarcérée à la prison de Fresnes. Nous sommes au début de l'été 1944. La jeune femme apprend qu'elle est condamnée à mort. Quand l'officier m'a annoncé ça, je me souviens que je lui ai dit « Merci, monsieur. Je voulais être fusillé. Je voulais en finir. Je voyais qu'une issue, c'était être fusillé. Fusillé dans les étoiles,
Vous savez combien nous étions romantiques. Dans sa cellule, alors qu'elle attend le peloton d'exécution, Madeleine trouve une image pieuse et un morceau de graphite. Et dans la chaleur de ses premières nuits d'été, elle écrit un poème. Et ils ont bien pu tordre mes mains. Je n'ai jamais donné vos noms. On va me fusiller demain. As-tu très peur? Dis oui ou non. 7 pas de long, et puis un mur. Si durs les murs, et la serrure. Ceux-là, demain, qui me tueront, ne les tuez pas à leur tour. Ce soir, mon cœur n'est plus qu'amour. Ce sera comme la chanson. Les yeux bandés, le mouchoir bleu, le poing levé, le grand adieu. Dans le camp de Ravensbrück, Marie-Jo et les 57 autres résistantes ont été parquées dans un hangar sans eau ni chauffage, entre le baraquement des naines et celui des tziganes. Pour la jeune femme, c'est la découverte de l'innommable. Le choc, c'est de voir les femmes rentrer du travail. Elles offrent un aspect lamentable. Maigres, souvent les cheveux rasés, les vêtements déchirés, la grande misère, la dégradation humaine. Et on voit ces femmes qui rentrent, mais on se dit, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bail ou est-ce qu'on va... Et puis on a vite compris qu'on allait devenir pareil. Chaque nuit, les prisonnières sont réveillées à 3h30 du matin et doivent se tenir prêtes pour aller travailler vers 5h sans avoir rien bu ni mangé. Car à celles qui se rendorment, les gardes SS attendent le moindre signe de faiblesse pour déverser leur cruauté. En prison, j'ai connu des choses dures, mais on était des êtres humains, des ennemis. Alors qu'à Ravensbrück, on est des choses, des objets. Et le SS a le droit de dire à l'autre, toi, je peux faire de toi ce que je veux, je suis supérieur, et je peux t'utiliser, t'exploiter à mort dans le travail, t'exécuter, etc. Durant ces longues journées de travail autour du camp, Marie-Jo rencontre d'autres résistantes déportées, dont Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Restés ensemble, solidaires. Mais, au bout de quelques semaines, Marie-Jo est affectée au Kinderzimmer, le bloc des nourrissons, là où les gardiens SS déposent les bébés arrachés à leur mère détenue. J'étais une des jeunes filles chargées d'en s'en occuper. Et là, j'ai vu la plus grande misère, c'est-à-dire la mort en quantité de ces nouveau-nés qui étaient gardés. Et très peu ont survécu. La mort des enfants, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Et la souffrance des mères, des jeunes femmes. Voilà. Ça, j'ai vécu au jour le jour pendant plusieurs mois. Durant son séjour à Ravensbrück, Marie-Jo a amené une centaine de bébés morts à la morgue du camp. « 19 août 1944, Paris se libère. Les Allemands sont attaqués partout. C'est Henri Roltanguy, le mari de Cécile, qui dirige l'insurrection. Cécile l'a rejoint dans le poste de commandement secret de la Résistance, un bunker situé sous la place d'Enfer Rochereau. Dans ce film de reconstitution, tourné quelques mois après la fin de la guerre, on voit la jeune épouse noter les ordres de son mari. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Cécile, au cœur de l'histoire en marche. On s'est installé pour fonctionner à plein régime.
les officiers, chaque bureau était représenté comme d'un truc de l'armée ordinaire, 1er, 2e, 3e, 4e bureau. Et vous faisiez quoi? Eh ben la dactylo de mon mari, toujours. Est-ce que vous vous rendez compte que Paris est en train de se libérer? Ah ben bien sûr, bien sûr. D'abord, ce que je tape, c'est là-dessus. C'est sur ce qui Paris qui se libère, ou des ordres, ou des choses comme ça. Par exemple, quand il y a eu... on a voulu faire une trêve. C'est moi qui ai tapé les premiers trucs comme quoi on n'acceptait pas. Pendant que Cécile tape dans son bunker, un miracle se produit à la prison de la Santé. Madeleine échappe à l'exécution programmée. Elle est échangée, avec 2 autres prisonnières, contre un groupe d'officiers SS capturés par la résistance. Dès sa sortie, la jeune femme prend la tête d'un groupe d'une vingtaine de combattants du 19e arrondissement, la Compagnie Saint-Just. On nous considérait comme des vieux, comme des vétérans. Alors que moi, j'avais pas 20 ans, j'allais les avoir, mais on était les plus vieux de la lutte armée, vivants. Le 23 août, Madeleine entraîne ses jeunes résistants à l'attaque d'un train militaire dans le tunnel des Buttes-Chaumont, au nord de Paris. 80 soldats allemands sont faits prisonniers. 2 jours plus tard, le 25, un caméraman amateur filme la jeune Passionaria juchée sur un camion à la tête de ses hommes. Madeleine amène la Compagnie Saint-Just place de la République, donner l'assaut au dernier bastion SS de la capitale. Les SS que nous avions encerclés ne veulent pas se rendre à des civils, jamais. Ils se rendent à l'armée régulière, alors ils avaient hissé le drapeau blanc et puis ils ont tiré. On a eu des morts, dont Michel Tagrine, qui était le dernier mort de l'insurrection. La guerre était finie à Paris depuis une bonne demi-heure. Et lui, voilà, il a reçu une balle doum-doum dans la tête. Et il est mort. Bon, nous, on était tellement malheureux avec Max et Emmanuel que pendant que tout le monde dansait, chantait, riait, s'embrassait et tout ça, nous, on était sur un banc et on pleurait toutes les larmes de notre corps, toute notre fatigue de 3 jours de combat sans manger, sans dormir, tout nous retombe dessus. Et on se laisse aller à sangloter. Et déjà, les gens ne nous regardaient plus. De l'autre côté de Paris, Cécile, enfin sortie de son bunker, ressent le même malaise que Madeleine. Toutes les femmes qui se jettent au cou de tous ces gars sur leur char et tout ça. Ah, moi, j'ai pas fait ça. Ah non. D'abord, je pense que c'est pas dans mon caractère, mais en plus, je pouvais pas. On en avait laissé trop en route. Tous ces copains qui avaient été fusillés, c'est une liesse à laquelle j'ai pas participé. Paris se libère et vous n'êtes pas heureuse? Paris libéré, oui, c'était logique, on avait tout fait pour ça. Mais de là aux exubérances qu'il y a eu à l'époque, ah non, non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Marie-Jo, elle, doit attendre le 21 avril 1945, 8 mois après la libération de Paris, pour être enfin libérée de Ravensbrück. Elle a 21 ans, elle est restée 20 mois dans le camp. Le retour vers Bréa se passe comme dans un songe.
Marie-Jo a retrouvé Suzanne, sa mère, elle aussi rescapée des camps. Son père, Adrien, est mort en déportation. À son arrivée dans son île, la jeune femme comprend que son épreuve n'est pas finie. Nous rentrons à Bréa, on est fêtés par la mairie, par les enfants des écoles, et puis la vie va reprendre. Alors je vais dans ma chambre, je remets une robe de jeune fille, mais ce n'est plus la même personne qui était dedans. Moi je ne suis pas squelettique, mais ce qui frappait les gens, c'est le regard qu'on avait. Mes yeux avaient vu le pire, la mort, la cruauté, etc. Et ma sœur aînée, par exemple, qui était infirmière, soignante, m'a invité avec quelques amis à goûter. Ces amis lui ont dit « Mais ta jeune sœur, avec le regard qu'elle a, dans 10 jours, elle sera morte. » Vous voyez, ce qui frappait, on ramenait la mort avec nous. Geneviève de Gaulle, je la revoyais un peu, je vais un jour chez elle, j'étais pas très bien, un peu découragée, etc. Mais je connaissais pas encore mon mari, c'est après les choses ont changé. Et je la vois chez elle avec son premier-né, petit Michel dans les bras. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu vois Marie-Jo, nous les femmes, la vie nous a été vraiment rendue quand on a donné la vie nous-mêmes. Et je trouvais que c'était une très belle phrase. Ouais. Quelques mois plus tard, Marie-Jo rencontre Paul-Henri Chombardelove, un pilote français engagé dans la Royal Air Force pendant la guerre. Ils se marient fin 1947. Très vite, Marie-Jo attend un enfant. Quand j'étais enceinte, pour moi, c'était l'angoisse. Parce que pendant des mois à Ravensbrück, j'ai eu des enfants morts dans les bras. Est-ce que moi, j'aurais des enfants vivants? Et je me rappelais la phrase de Geneviève, que j'avais eue pas très longtemps avant. Tu verras, Marie-Jo. Oui. La petite Marie naît en septembre 1948, bientôt suivie de la petite Noël, des petits Jean-Marie et Pascal. Marie-Jo est vivante à nouveau. L'ancienne résistante devient chercheuse en sociologie au CNRS, écrit des livres sur les droits de l'enfant et sur l'extrême droite en France. En 1982, elle rejoint la Ligue des droits de l'homme, active, forcément active. Ce n'est jamais facile de se guérir d'une guerre. Quand elle est revenue à la vie normale après la résistance, Madeleine Riffaut a d'abord connu une profonde dépression, en manque de combat, d'aventure, d'héroïsme. Alors, elle est devenue grand reporter, a couvert la guerre d'Algérie, puis est partie au Vietnam filmer les maquis communistes sous les bombardements américains. De retour à Paris, elle a travaillé 1 an dans un hôpital pour écrire un livre sur le combat ordinaire des aides-soignantes aux urgences. Engagée, toujours. Mais sur les années de résistance, Madeleine garde le silence. Jusqu'en 1994, l'année du cinquantenaire de la Libération. En 1994, le mot d'ordre a été donné partout, par les médias, les gens en poste. Il faut passer la mémoire. On nous a dit, vous qui survivez, eh bien, racontez. Moi, j'ai commencé à dire non. Laissez-moi tranquille. Et puis, j'ai reçu la visite de Raymond Aubrac. Et il a commencé par m'engueuler. Et il m'a dit, toi, tu vas l'ouvrir un peu, pour une fois. Il faut raconter ton histoire. Tu veux pas la raconter? Alors, bon, ça veut dire que tu vas laisser tes petits camarades qui ont été fusillés à 16 ans, comme ça, dans l'oubli, que tu vas pas parler d'eux. Tu crois que c'est correct?
Moi, je lui ai dit, vu comme ça, évidemment. Bon. C'était compliqué pour moi, parce que après la libération de Paris, j'avais gommé un tas de trucs. Et puis, à force d'aller dans les écoles, ceux qui ont été mes thérapeutes, c'était les mômes. Et il m'a fallu 10 ans pour sortir tout. Et puis là, bon, j'ai vécu une autre vie. Je connais l'histoire. Alors, Philippe... Tu vas bien? Ouais. On plante à quoi? Bah, j'ai des petits azalées, cyclamènes. Oh, j'ai horreur des azalées. Oh, j'ai envie de te prendre des hortensias. Tu les prends? Ouais, je vais dire un mot à mes hommes de les porter. Ciao. Tiens, mon pote, porte-moi les fleurs. Voilà. Allez, on s'en va. Salut. Ciao. Il y en a marre avec mon âge, hein. Bon, j'en ai à foutre, moi, de mon âge. Le jour où quelqu'un se dit « je suis vieux », eh ben, il est vieux. Bon, mais si il passe au large et qu'il s'intéresse aux gens, eh ben, il vieillit pas. Enfin, pas dans sa tête, en tout cas. Ce qui est l'essentiel. Viens, ma choupette. Viens. Oh là là. On avait soif, on a faim. Ça va, ma jolie? C'est ma brunette. Cécile Roll-Tanguy a eu 4 enfants, qui lui ont donné 7 petits-enfants, qui eux-mêmes lui ont donné à ce jour 11 arrière-petits-enfants. Elle, c'est la dernière, Manon. Dis donc. Elle s'endort pas dessus. Bonjour, ma chérie. C'est Mamie Baba. Bonjour, mon chéri. Ça va? Tu en as beaucoup en plus dans les boîtes, on peut toutes les mettre. Attention, Kéléo, attention. Et les boules, les enfants, vous mettez les boules? On est et on reste une famille très unie. Mon mari avait l'habitude de dire que la première cellule, c'était la cellule familiale. Et je crois qu'en ça, il avait tout à fait raison. Au lendemain de la guerre, c'est à cette cellule familiale que Cécile s'est consacrée. Toujours discrète, dans l'ombre de son mari. Pendant toutes ces années où Henri Roll-Tanguy a reçu les honneurs et présidé les commémorations, Cécile, elle, n'a jamais mis en avant son vécu de résistante. Mais depuis la mort de son mari il y a 13 ans, la discrète s'est résolue à répondre aux sollicitations publiques pour remédier à une injustice. Les femmes résistantes, on les a beaucoup oubliées. C'est un peu pour ça maintenant que j'ai droit à des décorations que je trouve beaucoup trop fortes, pour moi beaucoup trop élevées, mais pour toutes celles qui n'ont rien eu, ah oui, je les prends. Je me disais, les femmes de la résistance, on n'en parlait pas. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être les représenter un peu toutes. Vous en avez qui sont mortes en déportation, vous en avez qui sont rentrées et qui sont mortes peu après, d'autres qui se sont suicidées parce qu'elles ne supportaient pas de vivre après ce qu'elles avaient vécu, d'autres qui ont refait leur vie. C'est tout un enchaînement, et c'est pour ça que je le dis bien, c'est pour toutes les femmes de la résistance qui n'ont rien eu. Même pas un coup de chapeau. Oubliées de l'histoire, les résistantes, il n'est pas trop tard pour corriger l'erreur. Marie-Jo, Cécile, Madeleine et les autres continueront de témoigner jusqu'à leur dernier souffle. Inépuisables. Aujourd'hui, la vieille dame de 92 ans roule vers Rennes, où elle doit parler dans un lycée devant des élèves de première. Comme si la résistance n'était pas finie. Je dois le faire, puisque moi j'ai une expérience assez affreuse, mais du pire.
Alors je voudrais qu'en fonction de ce que j'ai vécu, qu'ils soient capables de réagir à leur tour, si c'était nécessaire. Vous voyez. J'ai une connaissance qui doit se transformer en transmission, puis en action si possible. J'avais votre âge quand j'étais résistante. Vous voyez, ils nous considéraient comme des espions très dangereux et on risquait notre vie. Plusieurs de nos camarades ont été exécutés. Je peux vous dire que dans mon réseau, les 3 responsables de ceux qui s'occupaient de l'évasion vers l'Angleterre, ils n'ont pas été fusillés, ils ont été envoyés en Allemagne et guillotinés. Donc, on savait le risque quand on était arrêté. On n'était pas naïfs, bien sûr, oui. Mais ça valait le coup de risquer jusqu'à sa vie. Pendant 2 heures, Marie-Jo raconte sa résistance. Occupation, arrestation, déportation. Mais elle explique aussi aux jeunes élèves le mécanisme du fascisme, cette machine infernale basée sur la haine de l'autre. Heureusement, vous ne voyez pas cela aujourd'hui, mais vous voyez des crimes qui sont perpétrés dans différents pays, et puis des idéologies de haine qui se développent, et ça peut venir à votre porte. L'hypernationalisme fermé, la haine de l'autre, l'aspect raciste qui existe de nouveau, etc. Tout ça, on voit ce à quoi ça aboutit. C'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui, que vous sachiez détecter le mal là où ça commence. Dire non, tout près de vous, dans votre quartier, plus loin, etc. Alors c'est pour ça qu'on vient vous parler, c'est pas pour vous faire pleurer sur nos malheurs de passé, c'est pour vous dire attention, voilà jusqu'où ça peut aller. Alors à vous, évitez que ça se recommence. On vous fait confiance pour ça, merci. Ah oui.